Bonjour monseigneur, mais qu'est-ce qui cloche ce matin? Tu mets 2 plombes pour arriver jusqu'à la cafetière, tu grimaces en enfilant ton peignoir, tu t'y mets à 2 fois pour enfiler tes chaussettes. Ben non, désolé, on est pareil tous les deux, pas question aujourd'hui, et ce matin en particulier, d'affronter Nadal ou Pogacar, ni même demain d'ailleurs. On a mal partout, je le sais, oui, on est rouillé. On se sent mal, on a mal aux articulations, mais c'est l'âge, mon vieux. Sauf que, avec notre invité, le professeur Serge Perrault, qui est avec nous, rhumatologue et responsable du centre de la douleur à l'hôpital Cochin à Paris, on va peut-être te rassurer, toi, senior, comme moi, et vous redresser tous autant que vous êtes. Le double effet Miss Cool, c'est avec notre signorita. Bonjour Constance, qui nous parlera du Summer Body. Bah oui, le Summer Body, du corps de rêve estival, et qui nous aidera, elle aussi, à garder le sourire, quand avec le psychothérapeute Pierre Nantac, qui nous accompagne aussi aujourd'hui. Nous verrons comment retrouver la patate quand on se sent plutôt vide, souvent même en détresse, dirons-nous. En tout cas, bref, borderline, alors que tout va pas si mal que ça, finalement, si on y regarde un peu mieux, comme on dit sur notre chaîne. Allez, top départ pour retrouver la forme et le sourire. Serge Perrault, bonjour. Alors, à mon âge, chez les seniors, on a un mot pour désigner toutes nos douleurs qui apparaissent et qui nous font vieillir d'un seul coup. On appelle ça les rhumatismes. Alors, est-ce que ça vient des anciennes générations? Est-ce que ce mot est légitime? Bref, est-ce une vue de l'esprit ou est-ce qu'il faut faire attention parce que finalement, une douleur peut en cacher une autre? Vraiment. Effectivement, le mot rhumatisme, ça désigne un ensemble de maladies qui sont des maladies qui touchent les articulations. Et ça vient du grec, rhéologie, c'est la science donc des épanchements, des fluides. Voilà, et le rhumatologue est au départ celui qui s'occupe des épanchements articulaires. Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire que finalement, toutes les douleurs doivent nous inquiéter ou pas? Alors pas du tout. D'abord, toutes les douleurs ne doivent pas forcément inquiéter. Une douleur, ce n'est pas forcément inquiétant, mais ça nécessite d'avoir une approche diagnostique pour savoir, derrière ce mot rhumatisme, qui est un terme très large, est-ce qu'il n'y a pas des rhumatismes inflammatoires? Parce qu'en général, c'est ça l'inquiétude, ou des rhumatismes qui sont plutôt liés à une usure ou liés à l'âge, et là, c'est plutôt l'arthrose. Et c'est deux choses très différentes. Chez le sujet âgé, par exemple, il y a un rhumatisme avec un mot un peu compliqué, qui s'appelle la pseudo-polyarthrite rhizomélique, qui touche les ceintures. Ça, c'est de l'inflammation, et ça, c'est un rhumatisme, a priori, qui peut être sévère. À côté de ça, il y a les douleurs diffuses, c'est de l'arthrose, et c'est aussi embêtant, mais moins grave. Il n'y en a qu'un seul qui peut faire la différence, c'est le médecin, en fait. Oui, tout à fait. Là, parce que les douleurs se ressemblent? Beaucoup de douleurs se ressemblent, et c'est un interrogatoire, un examen clinique. Voilà, les rhumatismes, tous se ressemblent. Mais en fait, derrière ce mot-là, il y a des maladies très différentes, avec des pronostics très différents et des traitements aussi très différents. Alors allons-y. Qu'est-ce qui se soigne? Qu'est-ce qu'on peut soigner et comment? Alors, globalement, tout se soigne. Je vais rassurer nos téléspectateurs, tout se soigne. On entend souvent le contraire. Surtout la douleur. Par contre, ce qu'on va avoir du mal à soigner, c'est les dégâts articulaires radiologiques. Moi, je dis toujours aux patients, je soigne une personne, je ne soigne pas une image, je ne soigne pas une radio. Souvent, le radiologue, il va décrire des signes qui sont parfois assez spectaculaires, assez inquiétants. Donc ça, je ne vais pas réparer une articulation. Le seul qui sait le faire, c'est le chirurgien. Moi, par contre, j'explique aux patients qu'il n'y a pas de corrélation entre des dégâts anatomiques, ce qu'on voit sur les radios, et la douleur. On peut avoir une hanche très abîmée et pas mal du tout, une petite arthrose sur les doigts et des douleurs très importantes. Donc c'est deux maladies différentes. Moi, je m'occupe des personnes, je m'occupe de la douleur, de leur rhumatisme. Je ne m'occupe pas de leurs articulations et des images. Et donc, vous nous dites que toutes les douleurs n'ont pas forcément la même cause. Non. Alors, il y a des causes multiples. C'est pour ça qu'il y a une vraie spécialité qui s'appelle la rhumatologie. Ça met au moins maintenant 5 ans d'études. Donc, pour des douleurs qui seraient toutes les mêmes, 5 ans, c'est quand même beaucoup. Mais parce que derrière ce mot-là, il y a des maladies très différentes. Des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies avec des cristaux qui peuvent se déposer. Enfin, c'est un panel très large et qui nécessite une évaluation clinique, radiographique, biologique. Donc, un examen clinique, une prise de sang, des images, et avec tout ça, on vous donne un diagnostic. Alors, vous avez dit quelque chose de très important, c'est qu'a priori, tout se soigne aujourd'hui. En tous les cas, toutes les douleurs peuvent être soulagées. Mais on a quand même toujours entendu dire que finalement,
c'était la fatalité et qu'il fallait faire avec. C'est totalement faux? Alors, c'est pas totalement faux. Quand je dis que tout se soigne, ça ne veut pas dire que tout se guérit. C'est deux choses très différentes. Très différentes. Ça veut dire qu'on peut prendre en charge les gens, qu'on va aussi les impliquer, que moi, ma prise en charge, c'est surtout pas de tout baser sur les médicaments. Ce que j'explique, c'est que les médicaments ne font pas tout, et qu'en général, dans ces douleurs, c'est un peu un trépied. Et un trépied, ça nécessite d'avoir 3 pieds pour bien tenir. Premier pied, c'est les médicaments. Deuxième pied, c'est l'approche physique, s'occuper de son corps. Et troisième pied, c'est l'approche psychologique, parce que toutes ces douleurs, elles vont impacter notre vie quotidienne, nos perspectives, notre avenir. Et c'est important d'avoir aussi une approche psychologique, même quand ce sont des douleurs physiques. Vous voulez dire qu'effectivement, on peut soulager la douleur de différentes façons. La soulager, dit bien, parce que la douleur, c'est quelquefois la nuit comme le jour, c'est même au repos parfois ou pendant une activité. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut une évaluation comment on fait très pour la précise. soulager, Il faut une évaluation très précise des causes de la maladie sous-jacente, mais aussi des caractéristiques de cette douleur. Pour savoir, il y a des personnes qui ont mal qu'au mouvement, à l'activité physique. Donc là, il va falloir renforcer les muscles, les articulations, donner un antalgique avant l'effort, faire de la kinésithérapie. Quelqu'un qui a mal toutes les nuits, ça va être des approches totalement différentes. Donc l'analyse du rhumatisme, de ces douleurs, est un élément essentiel pour bien comprendre les causes, mais aussi définir une stratégie adaptée. Mais le patient, il doit d'abord accepter la douleur parce que ça vient de soi. Ça commence à partir de quel âge? Assez jeune. Hein. L'arthrose, ça peut commencer à partir de 40-45 ans. Il y a des arthroses précoces, notamment tous les gens qui font du ski ou du snowboard, qui vont abîmer leurs ligaments. Après, l'articulation, elle est instable et elle va s'user précocement. Mais alors on a tendance à nous le faire accepter plutôt que de nous faire lutter. Alors, moi, je ne suis pas pour l'acceptation. Voilà, je trouve... voilà. Révolte. Voilà, non. Révolte contre l'arthrose. La révolte, c'est bien. Voilà, mais après, il ne faut pas de colère. C'est différent. Révolte et colère. En tout cas, la révolte, c'est bien. Ça veut dire qu'on va faire des choses. Voilà. Accepter, c'est se résigner, c'est rien faire, et c'est pas bien du tout. Donc voilà, entre révolte, acceptation, résilience, j'aime pas du tout ce mot, en tout cas en douleur, dans d'autres contextes tout à fait. Mais voilà, on va mettre en place une vraie stratégie, c'est de l'action, et donc il y a des choses à faire. L'arthrose, j'allais dire, ça touche l'ensemble du corps, des pieds jusqu'à la tête, quasiment la tête, non? Alors l'arthrose, il y a plusieurs types d'arthrose. Vous allez voir, la rhumatologie, c'est très très compliqué. Il y a des arthroses qui sont, je dirais, un peu banales ou génétiques. C'est l'arthrose des doigts, l'arthrose des genoux et l'arthrose des hanches. Ça survient selon la génétique. On sait qu'on a par exemple des personnes qui vont avoir une arthrose des doigts, parfois assez précoce, 40-50 ans. On le voit avec des gonflements, manque de souplesse. Chez les femmes. Est-ce que ça, on peut en avoir justement au moment de la ménopause? Oui, exactement. Ces douleurs-là. Voilà, et ça c'est une très bonne question parce qu'on sait que l'arthrose des doigts, elle est favorisée par les variations hormonales. Et donc en période périménopausique, on va avoir des poussées. Il y a une autre situation qui est le cancer du sein chez la femme. On va donner des traitements qui bloquent les œstrogènes, on appelle ça les anti-aromatases. Eh bien, on a des douleurs d'arthrose très importantes pendant ce traitement qu'il faut prendre en charge, sinon les patients arrêtent de prendre leur traitement contre le cancer, et donc c'est une perte de chance. C'est une femme qui vous pose la question, parce que c'est aussi l'aspect physique, on fait attention à ses mains, pour les avoir belles, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a des vraies douleurs nouvelles qui apparaissent. Tout à fait, on appelle ça le rhumatisme de la ménopause, tout à fait. Ah oui. Et ça se voit. Alors ça se voit. Alors dans ces rhumatismes, il y a plusieurs choses. Il y a les douleurs, il y a les déformations, voilà, et il y a la gêne esthétique. Donc quand on ne peut plus mettre ses bagues, tout ça, donc ça c'est des éléments importants. J'entendais mes genoux qui craquaient en me replaçant sur ce tabouret. J'étais en train de me dire, tiens, mais très souvent on entend dire, oh oui, il paraît qu'il va falloir me faire opérer, changer la prothèse. Ça me paraît toujours très radical quand même comme solution. Alors, ça peut être utile dans certains cas, il ne faut pas refuser, mais en tout cas, le craquement ou le craquage, enfin on dit plutôt craquement, n'est pas du tout un signe de gravité. Il faut rassurer les gens. Des fois, il y a des gens qui disent la nuit, quand je me lève, j'entends mes articulations craquer, c'est pas grave du tout. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va opérer? Clairement, on n'opère pas pour une douleur, on opère pour une perte de fonction. C'est-à-dire, si on ne peut pas marcher plus de 10 minutes ou 200 mètres, là, il faudra opérer, ça veut dire que l'articulation est très abîmée. S'il y a un périmètre de marche d'une demi-heure, 1 heure, et qu'on a mal, il y a d'autres moyens que l'opération. Donc, dès qu'on a ces douleurs, dès qu'on ressent quelque chose qui ressemble justement à ces fameux rhumatismes, et qui peuvent être effectivement des signes alertants pour l'arthrose,
faut consulter, il faut aller voir et peut-être prendre du temps aussi pour savoir si quel est le traitement le mieux adapté. Exactement. Et est-ce qu'il n'y a pas d'abord un petit peu de gym, un peu d'assouplissement en sortant de la douche, etc. quoi. Tout à fait, il faut prendre du temps et il faut surtout ne pas axer sa prise en charge essentiellement sur les médicaments. Le poids, on sait que par exemple une arthrose des genoux, s'il y a un surpoids ou une obésité, eh bien une perte de poids de 10% va améliorer de 30% des douleurs d'arthrose du genou, mais aussi des mains. Parce que dans l'obésité, il y a une inflammation de bas grade, c'est un peu compliqué, mais on sait que la perte de poids améliore l'arthrose des mains et des genoux, pas l'arthrose des hanches. Voilà. Je ne sais pas si vous avez rassuré Constance, mais notre signorita, on a envie de lui poser la question, à savoir, est-ce que vous sentez, ma chère Constance, en pleine forme, justement, les articulations en place, bref, prête à vous allonger sur la plage? Réponse dans 2 secondes. Et oui, Constance, parce que l'été approche. Absolument, mais qu'est-ce qui est pire que le summer body? La cabine d'essayage. Avant la plage, c'est ça l'épreuve redoutée. Seul face à soi-même dans une petite pièce de 2 mètres carrés. Se déshabiller et enfiler un maillot avec le teint blafard, sous les néons, c'est rarement flatteur. Ça donne une petite couleur un peu nacrée presque à nos vergetures. Il est là le grand moment de solitude d'une femme de 50 ans à l'approche de l'été. Et puis dans cet espace hostile, on découvre des petites invités surprises, un relâchement de la peau sous les bras, les cuisses, bref, de nouvelles rondeurs disgracieuses. Parce que dans notre miroir de la maison, on faisait illusion, on n'y voyait que du feu. Mais rassurez-vous, arrivé sur la plage, en une fraction de seconde, les complexes s'envolent. Parce qu'en fait, tous les corps coexistent. C'est ça la vraie vie. On n'est ni pire, ni mieux qu'une autre finalement. Le test de la collectivité est toujours rassurant. Chacune est faite de petits défauts et de grands atouts. Alors, soyons indulgentes et très douces avec nous-mêmes. Et puis, très franchement, tout le monde s'en fiche qu'on ait pris ou perdu quelques kilos pendant l'année. Arrêtons avec cette histoire de summer body. Ça ne veut rien dire, un corps d'été. Arrêtons. En revanche, l'esprit de vacances, lui, est capital, est essentiel. Du bien-être, des fous rires, de l'amitié, des rigolades, des joies, du plaisir, bref. L'été ne doit pas être une épreuve ni un concours de beauté, et encore moins une quête du corps perdu d'avance de nos 20 ans, évidemment. La vie entière s'est écoulée depuis on a enfanté ou on a surmonté des obstacles. Enfin bref, c'était il y a 30 ans quand même. Donc on est tombé, on s'est relevé et on est toujours là. Donc ne soyons plus obsédés par notre tour de taille, de poitrine, de cuisses. Arrêtons de nous affamer un mois avant le départ en mangeant du blanc de poulet, en suçant des feuilles de salade et en buvant du bouillon de légumes. Notre corps n'est pas un chantier, il ne faut pas le maltraiter. Au contraire, maintenant, il faut en prendre soin. Nous sommes faites de chair et d'os, de cicatrices et de désirs, donc soyons-en fiers. Mais une question demeure. Pourquoi s'infliger chaque année cet essayage dans les cabines avec des bikinis, des trikinis ou des tangas? C'est vrai, les maillots rétrécissent alors que nous, on s'enrobe un petit peu. Mais si ça vous fait vraiment plaisir, ne vous privez pas et n'attendez aucune validation de personne. Sinon, une pièce, c'est pas mal aussi, ça peut camoufler quelques petits complexes. Mais est-ce que les hommes ont cette même exigence? Je ne crois pas. On vous voit, les garçons, avec le même maillot de bain depuis quelques années et cette petite bedaine qui, elle aussi, grandit. Alors franchement, on ne va pas se laisser démoraliser par des histoires de complexes mal placés et ces petits bouts de textile. On est encore fraîche, non? Alors, on s'en balance du corps d'été. Merci Serge Perrault. Tout de suite une petite réaction, puisqu'on vous a déjà entendu sur la particularité homme-femme face aux problèmes articulaires. Là, sur le summer body, attention danger les filles. Sur le summer body, je dis effectivement, il y a une injonction, tout ça. Malgré tout, je dirais, il y a quand même un petit élément positif, c'est que moi, je passe mon temps à dire à mes patients, tous sexes confondus, de bouger, de s'activer, de s'occuper de leur corps. Et je dirais que finalement, le summer body, c'est aussi un moment où on va, sur une injonction sociétale, mais avoir l'obligation de s'occuper de soi. Et finalement, moi, j'en profite des fois. Il ne faut pas que ce soit obsessionnel. Non, voilà. C'est ça. Mais c'est quand même un rappel, finalement, si une fois par an, les gens recommencent à faire du sport, s'occuper de se regarder, voilà,
pas de façon péjorative, mais au contraire en se disant on peut faire mieux, c'est ça qui est bien. Finalement, on a une action sur son corps. Et moi, c'est ce que j'aime bien quand même dans ce Summer Body, c'est se dire on est quand même responsable de son corps. Et c'est ce que j'essaie de dire à mes patients et mes patientes. Et finalement, si c'est une fois par an, c'est pas mal. Comme s'il y avait une obligation d'être assez élégant quand on s'allonge sur la plage. Tiens donc. Allez, on entendra l'avis sur ce point du psychothérapeute qui est avec nous. Et parce qu'il y a effectivement, merci Constance, d'autres raisons de souffrir, de se sentir peut-être inutile, chonchon de temps en temps, pas uniquement dans les cabines d'essayage, alors que souvent, on a quand même beaucoup de raisons de se réjouir. On en parle. Pierre Nantard, bonjour. Vous avez souri à l'évocation du Summer Body tout à l'heure. Tout à fait, oui. Parce qu'en fait, le Summer Body, c'est une façon d'exister, qu'on le veuille ou non. Exister pour soi, exister pour les autres. Et c'est le commencement de montrer qu'on fait partie de la vie. Parce que si on n'est plus dans le corps, on n'est nulle part. Et justement, c'est un point important, parce que la plupart des personnes, sous prétexte qu'elles vieillissent, ou qu'elles ne font plus partie de la société, parce qu'elles sont à la retraite, parce qu'elles n'ont plus d'activité pour se faire reconnaître, etc. Moi, j'ai des collègues qui sont psy, et ils sont passés, si vous voulez, du statut où ils avaient du monde toute la journée, au statut où ils n'ont plus personne. Alors, j'ai un ami qui est un psy, il a souhaité... il a laissé tomber la psychanalyse et la psychothérapie pour se plonger dans l'écriture. Il écrit des romans. C'est le professeur... donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait qu'on a toujours besoin d'exister. Et le gros problème aujourd'hui du vieillissement, c'est pas tellement le summer body, enfin, ça fait partie. C'est la barrière. Mais c'est une partie. C'est-à-dire que nous, les hommes, vous parliez de la petite bidouille tout à l'heure, c'est vrai, il y a ceux qui sont d'accord d'avoir la petite bidouille, et puis il y a ceux qui essayent d'avoir la tablette de chocolat. Or, si vous voulez, quand on a 60, 65 ans ou 80 ans, avoir une tablette de chocolat, c'est pas trop facile, quoi. Alors, il y a plein de publicités en ce moment, comment faire disparaître le ventre et tout et tout. Oui. Mais bon, je trouve que, si vous voulez, le truc, c'est de s'accepter d'abord. Parce que je pense qu'il faut, si on est bien dans sa tête, normalement, de bien dans son corps. Et si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Et si on veut corriger le tir, il ne faut pas s'y prendre n'importe comment. Exactement. Bon. Et donc l'été, finalement, si j'ai bien compris, c'est une très bonne saison pour les seniors. Ça leur permet de reprendre un peu l'avantage sur eux-mêmes. Oui. Parce que s'il y a l'obligation du paraître... C'est vrai que c'est plus facile en hiver de cacher quelques rondeurs avec les pullovers et les grosses doudounes, parce qu'en été, c'est plus difficile quand même. Quand vous avez la petite chemise à fleurs ouverte sur la poitrine, il faut essayer d'être bien. Mais je pense que, si vous voulez, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, en fin de compte, c'est de savoir... Moi, je me méfie des gens qui veulent absolument paraître. Et aller bien. Et aller bien. Parce que ça cache quelque chose. Parce qu'à l'intérieur... Il y a de la casse. C'est un grand vide. Et comment vous le repérez, justement, ça ? Comment est-ce qu'on le voit ? On le voit dans le fait que, si vous voulez, c'est tout blanc ou tout noir. C'est dans ce sens-là où je dis que ça ressemble un peu au borderline. C'est-à-dire que soit je suis dans l'extra, soit je suis complètement refoulé dans moi-même. C'est-à-dire que soit je vais sortir avec des gens, etc., on va faire des barbecues et tout, on existe. Soit on est enfermé chez soi, et puis... comme disait Jacques Brel, on attend la pendule qui dit oui, salon qui dit oui, qui dit non. Qui dit je vous attends. Et qui dit je vous attends. Voilà. Et donc je pense que, si vous voulez, c'est cette partie-là qui m'intéresse aussi, parce que ceux qui sont dans l'extraverti, ceux-là, il faut se méfier. Mais ils vivent seuls, non ? Ils sont, ils sont dans le fake. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils sont dans le paraître. Alors, ils sont plus sur Facebook, quoiqu'il y en a quand même quelques-uns. Mais ils sont surtout dans le j'existe. Mais c'est dangereux, ça ? C'est-à-dire que s'ils tombent vraiment de haut ? Ah oui, quand ils tombent vraiment de haut. Puis quand ils tombent, si vous voulez, pour se tenir debout, ils ont souvent recours quand même soit à des médicaments, soit à des comportements addictifs.
ou alors ils fréquentent des milieux qu'ils ne devraient plus fréquenter, si j'ose dire, parce que bon. Ouais, ouais. Et en fin de compte, c'est triste, quoi. Pathétique. Hein? Vous alliez dire pathétique. C'est pathétique, oui. Ah ben Merci. voilà. Merci de Voilà. m'avoir Mais comment soufflé. est-ce qu'on le soigne, ça? Ben, on Parce que c'est soigne. une maladie que le malade ignore, en fait. Ben, si vous voulez, quand ils Ou sont refuse de voir. dans cette situation-là, c'est qu'ils refusent de voir. Et souvent, c'est en relation avec une grande solitude intérieure. Et les personnes qui ont la chance d'avoir une famille autour d'eux, qui ont la chance Ça aide. d'avoir une activité, de s'investir dans quelque chose. Moi, j'ai un ami qui a 70 ans, il continue à donner des cours de piano dans un conservatoire. Ok, il rencontre des jeunes, il transmet quelque chose. Ah voilà. Transmettre quelque chose, c'est formidable. Il ne s'active pas seulement, il fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il a on le considère comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose aux autres. Exactement. Et le problème du vieillissement, c'est quand on s'aperçoit qu'on ne peut plus rien apporter aux autres, qu'on croit qu'on ne peut plus rien apporter aux autres. Ok. Hein, parce que vous parliez du body, mais on part aussi du jeunisme. Ouais. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, un gars de 45 ans, 50 ans, il est off. Oui, Hein? bien sûr. Quand vous cherchez un boulot, moi ça m'est arrivé autrefois, à l'époque j'avais 30 ans, 35 ans, je commençais déjà à être vieux, vous voyez ce que je veux Pour dire? les femmes, c'est la double peine. Voilà, c'est ça. Agisme, Exactement. tout rentre en compte. C'est ça. Hein? Donc on est jeté. Et donc je pense Il faut que... faire des sports de combat, parce que vous faites pousser dans l'escalier vite fait, là, avec le monde qu'il y a sur le marché. C'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que le truc, c'est pas tellement pour rejoindre ce que disait le docteur, c'est pas tellement de se battre. Il faut pas avoir la colère. Je crois qu'il faut pas avoir la colère, il faut pas avoir non plus la résignation. Hein, et je suis d'accord avec 100% de ce que vous dites. Je pense qu'il faut pouvoir dire où est ma place. D'accord. Parce que, en fin de compte, qu'on ait 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans, on a sa place. Simplement, c'est sa juste place. Et le gros problème je faisais le parallèle avec les borderline, c'est que les borderline n'arrivent pas à trouver leur place. Hein. C'est un peu comme les gens qui ont des hauts potentiels. Les hauts potentiels, ils ne savent pas où se positionner dans la vie de tous les jours. Ils sont trop. Hein, on dit tout le temps à quelqu'un, t'es trop. Ben, les personnes âgées, on leur dit, t'es plus. Oui. T'es plus rien. Mais Quand on leur dit pas, c'est eux qui le disent. Hein, ils disent, tu sais, maintenant c'est foutu, c'est fini. Ils n'attendent plus rien de la vie, quoi. Non, c'est fini. Mais comment on les récupère? Pas à la petite cuillère. Hein. Non, on les récupère pas à la petite cuillère. On les récupère, je pense, justement... alors, pour moi, si vous voulez, aller voir un psychothérapeute, on n'a pas besoin d'être fou ni malade mental. Je pense que si on pouvait se dire, on va voir un psychothérapeute 4 ou 5 ou 6 fois par an pour se remettre en route... Comme pour la voiture. Ben exactement, ça fait la révision des 10 000 hein, ou des 100 000. Et donc, si vous voulez, ça permettrait aux gens de se maintenir. Parce que moi, je reçois des personnes qui ont 40, 50, 55 ans, notamment des personnes qui ne savent plus du tout où se mettre par rapport à leurs enfants. Ouais. Hein? Ils ont l'impression d'être complètement off. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus parler de la même chose, on n'a pas la même chose. Les enfants te disent, mais toi, de ton temps, tu n'avais pas Facebook, tu n'avais pas Internet, alors tais-toi. Hein. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que nous, à notre époque, on avait SVP 11. Vous voyez? Oui. Hein, maintenant... Non, j'ai connu cette... oui. Hein, donc, je pense que, si vous voulez, c'est très important de faire en sorte que les générations fonctionnent ensemble. Et là, je voudrais ajouter un truc, c'est que j'ai longtemps travaillé à Paris et on n'a pas les mêmes pathologies de vieillissement à Paris, dans les grandes villes, qu'à la campagne. À la campagne, il y a encore cette notion où les grands-parents connaissent les parents qui connaissent les enfants et où il y a une espèce d'intergénération qui fonctionne. Ouais. Hein. Il n'y a pas d'affrontement. Et il n'y a pas d'affrontement. Alors c'est vrai que les vieux, ils ont leur raideur, hein, ils vous disent aujourd'hui il va pleuvoir, hein, parce que j'ai un peu mal derrière. J'ai mon rhumatisme. J'ai mon rhumatisme qui se réveille. Mais je veux dire qu'ils ne jugent pas les enfants, et les enfants ne jugent pas les vieux. Tout le monde se reconnaît mutuellement. Les vieux ont apporté à quelque chose aux enfants qui ont apporté à quelque chose aux petits-enfants. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que moi je trouve que les grands-parents ont un rôle très intéressant
à jouer avec les petits-enfants. Parce qu'ils vont pouvoir donner aux petits-enfants ce qu'ils n'ont pas su donner ou pu donner à leurs propres enfants. Parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils travaillaient. C'était pas leur rôle. C'était pas leur rôle. Ouais. Puisque là, les petits, ils sont comme des anges. Ouais. Hein. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et ça serait pas mal de consacrer un peu plus de temps à, entre guillemets, demander à mamie ou à papy de s'occuper des petits-enfants plutôt que de faire garder par une nounou. Ou une structure. Ou une structure dans laquelle il n'y a pas forcément de place, d'ailleurs. En plus, exactement. Alors ça, les structures, c'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Ah, bien sûr. On pourrait en parler. Parce qu'il y a également les structures pour les personnes âgées. Oui. Alors ça, moi j'appelle ça un mouroir. Oui. Par contre, on est parti de la maison de retraite au départ. Hein. oui, c'est vrai. Ouais. Hein, on est parti de la maison de retraite et maintenant on glisse vers l'EHPAD. Mais l'EHPAD n'existe plus, comme on le disait tout à l'heure en antenne. Ouais. Maintenant, c'est un lieu de vie, de dynamisme, etc. Waouh hein. De bien-être, presque. Ça va être formidable. Hein, on va tous s'amuser. Donc ce qui rend heureux, c'est plutôt d'être ensemble, les générations mélangées. Exactement. Il y a même des EHPAD où maintenant on fait des crèches Ah oui, à oui. côté des, Oui. des EHPAD. Et ça, Là, on fait tout pour rassembler Ouais. les Ça, c'est très générations pour qu'elles Ça échangent. fait du bien aux deux. Exactement. Ouais, ouais. C'est bien pour l'équilibre. Hein. On est sur ces deux pattes et puis l'équilibre dans la tête aussi. Vous étiez fait pour vous rencontrer sur le plateau de Senior. Et alors. Et je trouve que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que entre les personnes, les retraités, on va dire ça comme ça, hein, qui passent leur temps dans des croisières ou qui font des tournées. Bon, Oui, bon, faire c'est pas attention, mal. pour ne pas mettre les pieds dans n'importe quelle cale. Non, exactement. Et puis ceux qui restent coincés chez eux Oui. à regarder la télé toute la journée, ça va pas, quoi. Hein. Je pense que, si vous voulez, il faut sortir. Il faut continuer à vivre. Alors, le truc, c'est que il faut qu'on fasse une société où les personnes qui sont retraitées ont encore leur place. Il y a une transmission du vécu, du savoir, qui n'existe plus. Moi, j'ai travaillé dans une vie antérieure avec... Rapidement, parce que le temps passe vite, vous le savez mieux que nous, Voilà. les seniors. J'étais dans une entreprise qui s'appelle IBM. Et à l'époque, chez IBM, il y avait ceux qui partaient à la retraite, Oui. qui étaient chargés de former les juniors. Oui. Hein. Et ça, il y avait une transmission. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le junior qui arrivait pour couper la tête du vieux. Hein. Tout le monde était en lien, etc. Et je trouve que ça, on l'a complètement perdu aujourd'hui. C'est très dommage. Parce que si les gens étaient bien dans leur tête, on irait beaucoup mieux. Parce que maintenant, en fait, comme on disait tout à l'heure, il y a des signaux d'alerte. Hein. Oui. Alors on commence par somatiser. Hein, et on fait du rhumatisme, on commence à attraper des cochonneries, on n'ose plus sortir, Déprimé. on déprime. Moi je vois des gens, je prends le bus, de temps C'est pour en ça temps, qu'on a je vois des besoin de gens, vous. ils sont tous là avec leur masque, on dirait qu'ils sont encore traumatisés du Covid. Hein. Ah bah, Ça me, peut-être pas le moment de ça me rend l'enlever. malade personnellement. Mais merci de le dire en restant souriant. Hein. Merci beaucoup, Pierre Dantin, de nous avoir aiguillé sur cette vision de la vie des seniors. D'ailleurs, les seniors devant les écrans, on en parlera très bientôt sur l'antenne de Senior et alors sur la chaîne Mieux. Merci à vous deux. Le temps passe vite, hein, je l'ai dit. Ben, voilà, c'est déjà fini. déjà fini. Mais merci parce que on a repris le sourire. À très bientôt.